Alors, les inductances, qui sont en fait les jumeaux diaboliques du condensateur, et puis on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et puis on regardera aussi les petites différences quand même, parce qu'il va y en avoir. On ne va pas définir deux choses alors que c'est en fait la même chose. Donc il va y avoir des petites différences. Donc une inductance, c'est quoi? Alors déjà, une inductance ou une bobine. Déjà la représentation de ce que c'est une inductance ou une bobine. Une bobine, vous verrez que je vais utiliser le terme de bobine ou d'inductance indépendamment. En fait, bobine c'est l'équivalent de résistor et inductance c'est la résistance. Le condensateur là, on fait moins on a moins tendance à mettre les deux ensemble. Le condensateur, c'est l'objet, la capacité, c'est le C en question. La bobine, du coup, c'est l'objet. Et l'inductance, ça va être la constante qui est caractéristique de cet objet. Donc, une bobine est constituée de fils embobinés. C'est une bobine de fil, en fait. Une fil embobinée. De nombreuses fois, il faut quand même l'avoir un bon millier de fois pour que ça commence à être sympathique, autour d'un support, donc de nombreuses fois autour d'un support. Et la représentation correspondante, ça va être justement représentatif de ces trucs-là. Donc soit vous faites des boucles comme ça, et ça revient, et ça représente hop, la bobine qui s'embobine autour de votre support. Oui, en général, c'est comme ça qu'on va le faire. Soit il y en a qui le font très joliment, où ça se recoupe un petit peu. Ça dépend de ce que vous préférez. Moi, je préfère quand il y a un petit peu d'espace autour, et donc vous avez la représentation de votre bobine qui est un fil embobiné. Et ce fil embobiné, alors on verra tout à la fin de l'année dans tous les chapitres sur l'induction comment est-ce que ça marche, mais il y a production d'un champ magnétique, et dans ce champ magnétique on va pouvoir stocker de l'énergie, et ça va être relié au courant, et ça va dépendre de la géométrie de la bobine. C'est pour ça que la géométrie en bobine va justement être importante, et on va pouvoir essayer de regarder quelle est la loi fondamentale de la bobine. Alors celle-là, je vais vous la donner, on la démontrera dans les chapitres d'induction, en se basant sur la loi de Faraday, donc loi fondamentale de la bobine. La loi fondamentale de la bobine, donc en se plaçant en convention récepteur, vous prenez votre bobine, elle est parcourue par un courant I, elle a une tension à ses bornes U récepteur, eh bien vous avez un lien. Pour le condensateur, on avait I qui était proportionnel à la dérivée de U, là ça va être U qui va être proportionnel à la dérivée de I, donc c'est le U aux bornes de la bobine qui va être proportionnel. Le coefficient de proportionnalité, c'est justement le L à la dérivée du courant qui traverse la bobine. C'est vraiment important de se dire la tension aux bornes de l'objet et le courant qui traverse l'objet. Donc L, c'est ce qu'on appelle l'inductance de la bobine. Elle s'exprime en Henry, et ça se note grand H. Et les valeurs typiques des bobines, en règle générale en TP, c'est de quelques millihenry à 1 Henry. En règle générale, vous n'aurez pas une bobine de 10 Henry, de 1 millihenry à 1 Henry, et souvent de l'ordre de 100 millihenry, donc 0,1 Henry. C'est une unité qui est moins grande que le farad, comparativement, puisque on n'a pas
micro Henry en règle générale, mais une bobine de 1 Henry, hein, vous verrez en TP, ça pèse son poids, ça pèse 2-3 kg. Et si vous en voulez une qui fasse plus que ce 1 Henry, il va falloir avoir beaucoup de fils. Et donc il y aura un fort poids pour votre bobine. Alors, pourquoi je dis que la bobine, c'est le jumeau maléfique de la capacité? Ben, vous voyez que pour la capacité, on avait I égale CDU sur DT. Là, c'est U égale LDI sur DT. Donc, on inverse les rôles de U et I. Et dans le condensateur, on avait continuité de la tension. Ben, la bobine, elle va imposer la continuité du courant qui la traverse. Donc là, par contre, je vous l'affirme, là encore, c'est quelque chose qu'on pourra démontrer quand on sera dans les chapitres sur l'induction. Mais ici, on peut voir si U existe, bah, ça veut dire que DI sur DT existe, donc la fonction I est continue. Donc ça, de nouveau, le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, lui, va marcher comme pour le condensateur. Donc le courant qui traverse une bobine est une fonction continue du temps. Il y a continuité du courant et très souvent, quand on va s'intéresser à l'évolution de circuits et notamment des valeurs initiales, on va devoir invoquer la continuité du courant et donc la bobine ne va pas accepter qu'il y ait des discontinuités fortes du courant. Par exemple, si vous enlevez un interrupteur et qu'il y a une bobine dans votre circuit, elle va tout faire pour que le courant aille vers zéro gentiment, jusqu'à provoquer ce qu'on appelle des étincelles de rupture au niveau de l'interrupteur en ionisant l'air, de sorte que le courant puisse vite encore un petit peu passer et tendre vers zéro gentiment. Donc la bobine, quand vous les utilisez, il ne faut pas arrêter ça de manière trop brutale parce que sous risque d'avoir des étincelles qui se produisent et on aura des systèmes, notamment ce qu'on appelle des diodes de roue libre, pour éviter ce type de problèmes qui sont causés par la continuité du courant dans la bobine. Alors, de même que pour le condensateur, on a un comportement asymptotique intéressant. Donc le comportement asymptotique, c'est de nouveau quand on est en entre guillemets le régime continu, donc en régime permanent constant. En régime permanent constant, vous avez cette fois-ci que DI sur DT tend vers 0. I tend vers une constante, donc DI sur DT tend vers 0. Donc, U de la bobine tend aussi vers 0. Ce qui veut dire que la bobine se comporte comme quelque chose qui maintient une tension nulle à ses bornes. Alors réfléchissez, quel est l'élément électrique qui, quel que soit le courant qu'il traverse, garde une tension nulle à ses bornes? Tout simplement, un fil a toujours, un fil idéal, bien entendu, un fil idéal a toujours une tension nulle à ses bornes. Donc la bobine se comporte comme un fil en régime permanent constant. Le condensateur, c'était un interrupteur ouvert. Le jumeau diabolique doit se comporter comme l'inverse de l'interrupteur ouvert, c'est-à-dire laisser passer le courant tout en n'ayant aucune tension à ses bornes, donc en régime permanent constant. C'est pas très étonnant, puisque la bobine, c'est du fil. Et le caractère embobiné se perd quand le courant sera constant. Là aussi, on verra avec la loi de Faraday, c'est dû au fait que pour produire un champ magnétique, il faut qu'il y ait des changements de courant. Et quand le courant ne change plus, vous avez juste des kilomètres de fil. Et c'est tout, donc ça se comporte
comme un fil. Donc le comportement asymptotique va être donné par ça. Alors on peut refaire l'exercice qui est avec le condensateur. Donc on va imposer un E comme ça avec un R et puis une bobine ici. On va dire que on va dire que le courant en 0-, il va aller I0. Donc j'aimerais la tension aux bornes de la bobine en 0, donc en 0+, le courant en 0+, la tension en infini et le courant en infini, avec le U dans ce sens-là et le I dans ce sens-là. Alors réfléchissez 2 minutes. C'est bon? Donc là-dedans, c'est relativement facile. Ce qui est conservé, ce qui est continu, c'est le courant. Donc I en 0+ est égal à I en 0-. I en 0-, on a dit, il valait I0. Donc j'ai déjà la première valeur. Pour avoir la tension U qui est ici, bah, j'ai que E par loi d'Ohm, c'est égal à U plus R fois I. Puisque si je mets la tension dans ce sens-là, et ensuite que je fais attention que je sois bien en récepteur, et ensuite que je remplace, donc j'ai U plus RI, I on le connaît, donc U ça va être E moins RI avec sa valeur en 0, très bien. U en l'infini, la bobine se comporte comme un fil, donc la tension aux bornes d'un fil c'est 0, dérivée tend vers 0, donc la tension tend vers 0, et le courant en l'infini, eh ben le courant en l'infini, si vous avez un fil qui est ici, vous avez juste une tension E branchée sur une résistance R, et donc vous avez un courant E sur R. On peut aussi le voir ici, U est égal à 0, et j'isole I, et I en infini, et il est égal à E sur R. Donc on peut remonter relativement rapidement aux valeurs asymptotiques. Si maintenant on prend un modèle de bobine réelle, alors contrairement au condensateur, en règle générale, le modèle idéal de bobine idéale n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'on doit embobiner tellement de fils qu'on peut avoir littéralement jusqu'à plusieurs kilomètres de fil. Et plusieurs kilomètres de fil, bah, c'est beaucoup plus qu'un mètre de fil. Si un mètre de fil réel, ça prend déjà 0,1 ohm, bah 1 km, ça va prendre 1000 fois plus, donc ça prend une centaine d'ohms. Ce qui veut dire que votre bobine va avoir un comportement résistif, et ce comportement résistif bah, va pouvoir être modélisé par une bobine parfaite, auquel on rajoute une petite résistance. Donc là j'ai un L, là j'ai un R. Et donc ma bobine réelle, parfois vous aurez la notation comme ça, on va vous mettre LR. Donc ça c'est la modélisation de ma bobine réelle par rapport à cette expression-là. Et c'est la même chose, donc on ne fait que séparer l'aspect inductif de l'aspect résistif, parce que l'aspect résistif se somme à mesure qu'on rajoute des spires dans votre bobine. Bon, en vrai, pour chaque spire supplémentaire, il y a une résistance supplémentaire, et puis il faudrait les mettre en les alternant systématiquement, mais on verra qu'en série on peut en permuter les termes, et puis finalement, du coup, on met toutes les résistances ensemble, même si en pratique, bah, si vous coupez votre bobine au milieu et vous prenez que la moitié, vous aurez la moitié de l'inductance, enfin pas tout à fait, parce qu'il va y avoir d'autres effets, mais vous aurez la moitié de la résistance. Ça, par contre, c'est sûr. Bon, résultat, la relation fondamentale de la bobine réelle, si on prend un U comme ça et un I là, ça veut dire que le U, il est comme ça, et il prend l'ensemble des deux, ben vous voyez que ce U, c'est U de la bobine idéale, plus U aux bornes de la résistance, qui caractérise ma bobine. Et donc, U, c'est UL plus U petit r. U de la bobine idéale, c'est LDI sur DT, parce que c'est bien I
qui traverse la bobine idéale. U du petit r, c'est RI, parce que là aussi, c'est I qui traverse cette résistance. Et donc, on a le terme résistif qui, gentiment, va s'additionner au terme inductif du LDI sur DT. Et donc, il va falloir reprendre les choses avec cet élément-là. Donc, si on reprend le petit exemple où j'ai mon E, mon R, mon L, mon petit r, mon I et mon U. Alors, qu'est-ce qui change dans le raisonnement là-dedans? Qu'est-ce qui change? Voyons voir. J'ai I, c'est bien le courant qui traverse la bobine idéale. Il est donc constant, donc le I de 0, il vaut toujours I0. Ça ne change pas. La loi des mailles reste inchangée, puisque là j'ai mis les deux ensemble. Donc là j'ai bien la tension U plus la tension aux bornes de la résistance. Dans ce sens-là, en sens conventionnel de récepteur, donc ça vaut plus RI, donc ça ne change pas. Résultat, la tension U en 0 ne change pas non plus. On avait déjà vu ça pour le condensateur, ça ne changeait pas le comportement initial. En revanche, ça va changer le comportement à l'infini. Pourquoi? Parce que ce qui s'annule, c'est plus la tension U au total, c'est le terme en LDI sur DT. Donc, quand U tend vers l'infini, quand T tend vers l'infini, U tend vers RI de l'infini. Donc, AT qui tend vers l'infini, on peut faire ce qu'on appelle un circuit équivalent qui va être E, la résistance grand R est équivalente à elle-même, l'aspect bobine parfaite est équivalente à un fil, ensuite j'ai la résistance petit r, et maintenant vous voyez que la tension U, c'est la tension aux bornes de petit r. Et on va se rendre compte, ça c'est en infini, on va se rendre compte que ça va s'écrire petit r sur grand R plus petit r fois E. Et le I en l'infini, je vous laisse vérifier que ça s'écrit E sur grand R plus petit r. Ça ressemble beaucoup à un exercice qu'on a déjà fait dans cette section. Et donc, on obtient ces deux trucs-là. Et puis, si vous ne savez pas comment faire, on verra de toute façon plus loin comment faire avec le principe du diviseur de tension. Mais là, posez-le et regardez ce que ça donne. Alors, les considérations énergétiques, de même que pour le condensateur, considération énergétique. Donc de même que pour le condensateur, on va pouvoir relier une certaine énergie. Donc pour le condensateur, on avait, alors si j'arrive à retrouver une considération énergétique, on avait une énergie du condensateur qui s'écrivait 1/2 de CU carré. Tiens, vous voyez que la forme en 1/2 de quelque chose fois un truc au carré, ça ressemble un peu à 1/2 de MV carré. Vous verrez que c'est un petit peu lié. Bah là, on n'a pas, vous voyez que la bobine, ce qui va être important, c'est pas C, c'est L. Et puis ce qui est continu, c'est pas U mais I. Bah, on va trouver 1/2 de LI carré. On va vérifier. On prend une bobine idéale. Alors, la vraie bobine ne sera pas idéale, mais prenons une bobine idéale. J'ai U, j'ai I et j'ai juste L comme ça. Donc j'ai la tension qui s'écrit LDI sur DT. Si je regarde la puissance reçue par cette bobine, c'est U fois I, puisque je me suis bien placé en convention récepteur. Donc c'est LDI sur DT fois I. Si maintenant je regarde la variation d'énergie reçue pendant DT, bah ça va être la puissance, l'énergie par unité de temps, multipliée par le temps sur lequel je regarde, donc le DT. Si maintenant, encore, je m'amuse à faire la somme de ces trucs-là de 0 à T, et donc là, de E en 0 à E à l'instant T, je me retrouve avec la variation d'énergie, donc l'énergie à T moins l'énergie à 0, ce qui est la somme des petites variations d'énergie tout au long de l'évolution. Et de l'autre côté, si je remplace, je me retrouve avec du L fois I
fois DI sur DT multiplié par le DT qui est là. Les DT se simplifient, donc je me retrouve avec du LI DI, et I varie entre quoi et quoi? Entre la valeur qu'il avait au début et la valeur qu'il a à l'instant T. Et ça s'écrit 1 demi de LI carré. LI, c'est la dérivée de 1 demi de LI carré, ou LI carré, 1 demi de LI carré, c'est la primitive de LI, entre la valeur en T et la valeur en 0, et on en déduit que l'énergie stockée dans la bobine peut s'écrire à une constante près, 1 demi de LI carré. Donc si on connaît le courant qui traverse la bobine à l'instant T, on sait quelle est l'énergie qui est stockée dans la bobine. Voilà, alors le problème, enfin le problème ça on verra après, elle est cette énergie stockée sous forme magnétique, puisqu'on verra dans les chapitres dans l'induction que ce stockage est sous forme magnétique. Bon, on verra que le problème c'est que pour qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait du courant, et si vous voulez débrancher la bobine pour l'utiliser ailleurs, vous avez coupé le courant et donc il n'y a plus d'énergie dans votre bobine. La bobine n'est pas adaptée pour stocker de l'énergie, et surtout pour déplacer cette énergie sur le long terme, puisque de toute façon, comme il y a une résistance, il y aura de la déperdition sous forme d'effet Joule.